21e conférence climatique de l'ONU, COP21, le rendez-vous 2015 se tient à Paris avec 150 chefs d'État et de gouvernement de la planète. Objectif, trouver un accord ambitieux et inclusif sur le climat. Les 20 000 logements sociaux en chantier à Tabakoro vont générer plus de 230 000 emplois directs et indirects pour une masse salariale estimée à plus de 80 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat était sur le chantier ce matin. Et demain, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Nos autorités lancent également les activités de sensibilisation pour tout le mois de décembre, dépistage et traitement pour tous. C'est le thème de cette édition. Pour nous en parler, nous recevons le président du Haut Conseil national de lutte contre le sida, Malik Sen. Bonsoir, monsieur Sen. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition Paris à la recherche d'impact historique. La COP21 qui s'est ouverte ce matin au niveau des chefs d'État et de gouvernement se veut concrète dans la prise de décision pour la sauvegarde de notre planète. Elle prêche pour un accord ambitieux et inclusif. Récit de nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahima Keita, Nyanyalou Traoré, Abdul Salam Bambara, Aliou Touré. À la conférence des partis, 21e édition COP 21 s'entend, ça passe ou ça casse. Pour justifier le bien fondé de son grand et ambitieux accord, elle affiche les nouvelles menaces climatiques qui planent sur l'humanité, certifiées par des scientifiques. En voici les plus inquiétantes. Les 3 dernières décennies se révèlent les plus chaudes depuis au moins 1400 ans. Les modèles climatiques, quant à eux, prévoient une hausse de température de l'air de 0,3 à 4,8 degrés Celsius à l'horizon 2080-2100. D'ici à la fin du siècle, le niveau des mers montera de 26 à 93 cm, avec son lot de chaleur, de sécheresse, de pluies diluviennes, d'insécurité alimentaire. Les combustibles fossiles qui représentent 78,3% de la consommation énergétique mondiale sont responsables de 80% des émissions totales de CO2 et 67% des émissions de gaz à effet de serre. Scénario catastrophe. Mais ce n'est pas tout. L'océan, ce puits de carbone qui absorbe près de 30% d'émissions de dioxyde de carbone aux activités humaines, devient de plus en plus acide et donc moins apte à l'absorption. Alors, solution pour les experts, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent être réduites de 40 à 70% avant 2050. 3 leviers sont disponibles pour y parvenir. Économie d'énergie, remplacement des ressources fossiles par des ressources renouvelables non émettrices de CO2 et enfin séquestration du carbone. C'est de ce bain révélateur que devra sortir un accord que chacun voit à l'aune de son midi. Ambitieux, juste et égalitaire pour certains, contraignant, consensuel et dynamique pour d'autres, solidaire et sans ambiguïté pour d'autres encore. Pour les orateurs du jour, il n'y a pas de doute, le diagnostic et le pronostic vont dans le bon sens et donnent espoir. Dans son allocution d'ouverture de la COP21, le président français a appelé les dirigeants à trouver un accord universel sur la question climat. Je vous propose un extrait de son intervention. C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Votre présence soulève
un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. L'année que nous venons de vivre a été l'année de tous les records. Record de température, record de concentration de CO2, record du nombre d'événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones, fonte des glaces, hausse du niveau de la mer, acidification des océans. Les victimes de ces phénomènes se comptent par millions et les dommages matériels par milliards. Aucun pays, aucune région n'est à l'abri des effets du dérèglement climatique. Mais comment accepter que ce soit les pays les plus pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre, ceux qui sont les plus vulnérables, qui soient encore davantage touchés? C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Et je vous rappelle qu'une forte délégation malienne conduite par le président de la République participe à cette rencontre sur le climat à Paris. Ce communiqué du gouvernement, le gouvernement de la République du Mali, qui informe les populations que l'état d'urgence institué à la suite des événements tragiques survenus le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako arrive à expiration ce lundi 30 novembre 2015 à minuit. Le gouvernement saisit l'occasion pour saluer le civisme, le patriotisme et l'élan de solidarité observé par les populations. Le gouvernement réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement rassure les populations, les invite au calme et à la sérénité et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il mettra tout en œuvre pour renforcer la sécurité et la quiétude de tous et prendra toutes les dispositions pour que l'évolution de la situation rendra nécessaire. Le Premier ministre Modibo Keïta qui a accordé ce matin une audience aux représentants résidents de la Banque mondiale au Mali. Leur entretien a porté sur les projets financés par l'institution et les décaissements en cours pour notre pays durant la période 2016-2019. Le représentant de la Banque mondiale qui a aussi présenté ses condoléances au chef du gouvernement suite à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Sa sortie d'audience, il a été interrogé par Boubacar Sissoko. Nous venons d'être reçus par M. le Premier ministre pour échanger d'abord de la situation actuelle qui sur le plan sécuritaire. Nous avons profité de l'occasion qui nous était offerte pour présenter à M. le Premier ministre au nom de la Banque mondiale et du groupe de la Banque mondiale nos condoléances les plus attristées au gouvernement malien et au peuple malien, n'est-ce pas, à la suite de l'incident et de l'attaque terroriste qui a eu lieu à l'hôtel Radisson. Donc, c'était le premier sujet. Nous avons également discuté des modalités qu'on va mettre en œuvre pour améliorer, n'est-ce pas, la sécurisation de nos missions. Le deuxième point de nos échanges a porté essentiellement sur deux décisions majeures qui vont être prises par le Conseil de l'administration de la Banque mondiale la semaine prochaine, à savoir l'approbation attendue du cadre de partenariat pays Mali avec la Banque mondiale pour la période qui va de 2016 à 2019. Et aussi l'approbation de l'appui budgétaire 2015 que nous apportons au gouvernement du Mali pour un montant de 50 millions de dollars. Nous avons abordé les questions relatives au portefeuille de la Banque mondiale au Mali qui s'élève à peu près à quelque chose comme 700 milliards de francs CFA, un montant de ressources engagées et qui se déroule bien dans sa mise en œuvre. Nous avons examiné les voies et moyens pour améliorer la mise en œuvre de nos nombreux projets. Ici, nous en avons 22 au Mali, dont 15 projets nationaux et 7 projets régionaux.
Le 1er décembre est décrété Journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida et le mois de décembre est lui-même entièrement consacré à la lutte contre la pandémie. En prélude à cette campagne nationale dont le thème est dépistage et traitement pour tous, le Conseil national de lutte contre le VIH et le sida a rencontré la presse au cours de la conférence. Information a été donnée sur les activités prévues au cours du mois de décembre. Mahamadou Doumbia. Informer la population sur les activités du mois de décembre, mois de lutte contre le VIH et le sida, c'est le but de cette conférence de presse. Le thème de cette année est intitulé « Dépistage et traitement pour tous » et avec pour slogan « Le dépistage maintenant et partout au Mali ». Le sida est là il y a 30 ans. La première étape, depuis le premier cas jusqu'en 2001, c'est 16 ans à peu près, le sida a continué justement à progresser. Et une progression assez rapide. La chute à partir de 2001, le Mali est passé de 1,7 à 1,3. De 1,3, nous sommes passés à 1,1. En 2012, nous pensions que nous allons descendre en dessous de 1%. Je dis ça parce que c'est chaque 5 ans qu'on fait les enquêtes de démographie et de santé pour voir comment ce mal-là évolue. En 2014, au titre de l'intensification des efforts pour l'élimination, l'objectif 0 a été décliné en stratégie d'intervention 3x90. C'est pour dire que 90% de toutes les personnes infectées connaissent leur statut sérologique, que 90% de toutes les personnes diagnostiquées séropositives reçoivent un traitement antirétroviral. Enfin, le VIH est détectable chez 90% de toutes les personnes qui reçoivent un traitement antirétroviral. Dans les années passées, le traitement était très cher, 500 000 francs par mois pour une personne chaque mois. Et grâce à l'effort du gouvernement, en 2002, on est allé vers l'initiative malienne d'accès aux antirétroviraux, où les personnes vivant avec le VIH au niveau associatif, les femmes enceintes, les professionnels de la santé et les enfants infectés nés de mères séropositives bénéficiaient du traitement ARV gratuitement. En 2004, il y a eu la gratuité qui a été annoncée partout au Mali. Et cette gratuité-là a toujours continué et nous nous réjouissons pour cela. Conscient de l'importance de la presse, le Haut Conseil national de lutte contre le VIH et le sida souhaite plus que jamais véhiculer des messages pour un Mali sans sida à l'horizon 2030. Actuellement, le taux d'infection au Mali est de 1,1%. À l'occasion de la célébration du mois de lutte contre le sida, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, notre compatriote Michel Sidivé, salue les efforts et l'engagement des États à lutter contre ce fléau mondial. Nous l'écoutons. Permettez-moi, pour cette journée internationale de la lutte contre le sida, de vous dire merci. Merci pour vos efforts conjugués. Merci à la solidarité globale. Pour la première fois, on peut dire qu'on a brisé la trajectoire de cette épidémie. On a pu atteindre les objectifs du millénaire et on a ensemble pu mettre 15 millions de personnes sous traitement. Pour la première fois, on peut dire qu'il y a une génération sans sida qui naît. On doit se rappeler qu'il y a quelques années de cela, pratiquement personne n'avait accès au traitement. Les hôpitaux étaient remplis de personnes sans espoir. Aujourd'hui, on voit un peu partout une baisse significative des nouvelles infections. On voit le nombre de décès réduit considérablement. Il est temps pour nous d'atteindre ces 22 millions de personnes qui ont besoin du traitement. Et pour le faire, redoublons nos efforts. Accélérons notre combat contre la maladie. Faisons en sorte qu'on puisse atteindre les exclus, les laissés pour compte, afin de faire en sorte que les jeunes filles puissent avoir accès aux services de santé et accès à l'information pour se protéger. Et surtout, ne pas stigmatiser, exclure les populations à cause de leur statut social, à cause de leur sexualité, et faire ensemble un effort pour aller vers la fin de cette épidémie.
Voilà le message donc de Michel Sidibé sur ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et je vous l'annonçais donc, notre invité, c'est le secrétaire exécutif, je rectifie donc, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le Sida, car le président du Haut Conseil, c'est le chef suprême des armées, le président de la République. Tout à fait. Bonsoir, Monsieur Sen. Bonsoir. Eh bien, demain, 1er décembre, c'est donc la journée mondiale de lutte contre le Sida et le VIH. Comment comptez-vous organiser la journée de demain et aussi le mois de décembre qui sera dédié à cette sensibilisation? Merci. La journée de demain sera organisée pour le lancement officiel par le Premier ministre des activités de la journée mondiale de lutte contre le Sida. Mais après la journée de demain, tout le mois de décembre sera consacré à la lutte contre le VIH-Sida, mais selon des thèmes. 4 thèmes bien précis. Le premier thème porte sur comment briser la transmission de la mère à l'enfant, qui sera présidé, animé par l'épouse du chef de l'État. Ensuite, la deuxième semaine portera sur les conflits et les VIH-Sida. Notre pays connaît les conflits dans sa partie nord et nous faisons beaucoup d'efforts là-bas. Donc, cette semaine sera animée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et la troisième semaine portera sur le traitement. C'est Madame le ministre de la Santé qui va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, quels sont les besoins du Mali, les sites, etc. de traitement. Ensuite, la dernière semaine, porterait sur les droits humains. Comment ne pas stigmatiser, comment ne pas discriminer. Et cette semaine sera animée par le président du Conseil économique, social et culturel, M. Aydara. Monsieur Sen, nous savons que la crise de 2012 à 2013 a vu des malades sans traitement d'un côté du pays. Qu'en est-il de ces cas? Est-ce qu'ils ont été pris en charge et comment ça a été? Oui, la crise de 2012 nous a fortement affectés parce que d'abord quand les djihadistes sont rentrés, ils ont détruit 300 millions de médicaments qu'on avait dans le nord. Et ça a été difficile de les placer. Ensuite, les personnes se sont déplacées soit vers le sud du Mali, soit en dehors du Mali. Donc tous ceux qui sont partis en dehors du Mali, à savoir au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie, moi-même j'ai pris contact avec mes homologues de ces différents pays pour que ces malades puissent bénéficier de traitement, parce que ces pays aussi font la gratuité, le Mali fait la gratuité, et dans le cadre de l'UEMOA, il y a des textes qui sont pris pour que tout malade de l'espace UEMOA puisse recevoir les traitements dans tous les pays voisins. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, ils étaient pris en charge par les centres de santé où ils se présentaient. Donc la prise en charge a été facile pour ceux qui sont descendus. Mais ceux qui sont restés sur place, nous avons des difficultés. Et c'est là la tâche noire justement de notre programme de lutte contre le sida maintenant. Quand la paix va revenir, comment retrouver tous ces gens-là, comment faire des études pour essayer de revoir tout ceci. Ça veut dire que jusqu'à nos jours, ces gens n'ont pas bénéficié de traitement? Si, ils ont bénéficié de traitement lorsque l'accès de cette région a été facilité. On a envoyé des médicaments là-bas. Mais pendant les moments critiques, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de communication, il n'y avait rien. Et pour envoyer les médicaments, c'était extrêmement difficile. Mais les commerçants essaient de faire tout pour faire passer les médicaments, mais c'était extrêmement difficile. Et lorsqu'ils les prenaient, ils les détruisaient en disant que le voyage est haram. Et donc ça nous crée beaucoup de problèmes. Par rapport au 1% de taux d'infection de notre pays, ce pourcentage a-t-il changé ou ça variait de quand à quand nous sommes à 1%? Oui, en 2001 nous étions à 1,7%, en 2006 nous sommes passés à 1,3% et en 2011 nous sommes passés à 1,1%. C'est tous les 5 ans qu'on fait une analyse, disons une enquête démographique de santé, et c'est ce qui nous permet de voir. Malheureusement, à ce stade-là, avec la guerre, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le Nord, mais c'est après seulement que nous pourrons savoir comment les taux ont été affectés justement dans cette partie nord du pays. Le prochain recensement, c'est dans combien de temps? C'est tous les 5 ans, certainement en 2017. 2017 pour avoir plus de précision là-dessus. D'ici là, il peut y avoir des infectés donc dans la nature sans le savoir, sans qu'eux-mêmes ils le sachent. Il y a ça, il faut dire aussi que dans le monde entier, partout où il y a les conflits, nous constatons que les conflits commencent avec des pays qui ont des taux relativement bas. Mais après les conflits, avec tout ce qu'il y a comme violation des droits de la femme, comme les viols, etc., on assiste après à une augmentation du taux de prévalence dans ces différents pays-là.
Voilà. Et justement, par rapport aux violences sexuelles sur les femmes en temps de conflit, est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés à avoir les témoignages, parce que on sait que c'est pas facile pour les victimes de témoigner de leur cas? Malheureusement, même dans les pays les plus ouverts, c'est difficile. Les Africains n'aiment pas témoigner. Et puis en plus, c'est extrêmement difficile. Mais il faut savoir que le viol est considéré comme un crime contre l'humanité. Et si les faits sont documentés, sont avérés, vous allez passer devant la Cour internationale. Et là, nous informons toutes les autorités militaires pour leur dire de faire beaucoup attention, surtout ceux qui viennent nous protéger. Ils viennent en soldats pour aider le Mali. Il vaut mieux qu'ils partent avec tous les honneurs plutôt que justement ce qu'on a vu dans d'autres pays où il y a des scandales, il y a des viols, etc. De sorte que quand ils arrivent, ils doivent être formés 45 jours avant de quitter leur pays. Mais malheureusement, chaque fois que nous avons constaté, nous nous sommes rendus compte qu'ils ont été pris dans la précipitation et n'ont pas été formés. De sorte que nous les formons ici dans le centre Alioune Blondin Bay avant de les envoyer sur le terrain avec les équipements nécessaires et les formations nécessaires. Mais les populations aussi sont formées pour ne pas aller rôder auprès des camps militaires pour chercher leur subsistance. Et nous savons que depuis 2014, il y a aussi les 3,90 concernant la stratégie d'intervention en matière de lutte contre le VIH. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus? Oui, les 3,90 constituent une stratégie assez avancée dans le cadre de l'élimination du VIH-Sida. Vous savez, le VIH-Sida a 35 ans sur le plan international, mais il a 30 ans au Mali. Quand les ARV sont arrivés, il y a eu beaucoup de progrès scientifiques, d'engagement au niveau des États, de programmes développés. On assiste vraiment à une réduction sensible. Même en Afrique, il y a 41% de réduction dans les nouvelles infections. De sorte que la communauté internationale a jugé qu'il faut aller maintenant vers l'élimination. Et il y a deux stratégies. Une stratégie 0, les 3-0. Et ensuite, les 3,90 constituent une sous-stratégie de cette stratégie. C'est-à-dire que 90% des personnes devraient connaître leur statut sérologique. Et parmi ces 90%, 90% doivent être mis sous traitement. Et parmi ces 90% sous traitement, 90% devraient avoir le VIH-Sida indétectable dans leur sang. Donc, ils ne peuvent plus transmettre le sida d'ici 2020. Donc, nous allons reprendre tous les programmes au Mali dans 2 mois, 3 mois pour essayer de les adapter à ce programme accéléré pour que le Mali puisse se conformer, d'autant plus que le président de la République, qui a assisté à toutes ces prises de décision à New York, cela devient une sorte d'engagement pour nous. Le Mali n'a pas le choix, le Mali devrait aller à cause de tous les enjeux en cours. Monsieur Sen, la dernière contamination mère-enfant du VIH-Sida dans notre pays date de quand? La dernière contamination, je ne saurais vous le dire, mais quand même ce qui est sûr, c'est que toutes les femmes qui prennent régulièrement les médicaments donnent naissance à des enfants qui sont séronégatifs. Au Mali, aujourd'hui, on a plus de 2000 enfants qui sont nés de mamans positives et de papas positifs, mais qui sont séronégatifs. Ce qui montre vraiment que si on prend les médicaments, si les femmes ne sont pas stigmatisées, discriminées, si elles n'ont pas peur, elles ne se cachent pas pour prendre les médicaments, elles prennent régulièrement, tous les enfants qui naissent, après, ont des enfants, n'ont pas de VIH-Sida. Et c'est vers ça où nous allons justement, nous voulons aller, que toutes les femmes puissent donner. Et du reste, Madame la Première Dame a lancé l'année dernière un programme de transmission mère-enfant, d'élimination de la transmission mère-enfant. Et nous pensons que nous allons mettre ça en place, que l'arrêt, la contamination va commencer par les enfants. Et pour finir, je crois, la dernière question que je vous pose, c'est de savoir quel autre moment vous aviez pour sensibiliser sur le VIH-Sida en plus du mois de décembre, qui est bien connu pour ça. Bien, il y a toute l'année. Nous sommes là, un organe de coordination, et sur l'ensemble du territoire, dans toutes les régions, nous avons un secrétariat qui est là. Les associations de jeunes, de femmes, etc., développent des projets. Ces projets nous sont transmis, et tous ces projets, c'est pour la transmission. Et je profite pour dire que nous allons lancer très prochainement un programme une campagne d'information au niveau des zones minières. Et cette fois-ci, ce serait vraiment nous qui allons nous déplacer pour aller dans toutes les zones minières de Kaya à Sikasso pour essayer de dépister et de les mettre sous traitement. Je vous remercie, Monsieur Sen. Vous êtes, je le rappelle, le secrétaire exécutif du Haut Conseil de lutte contre le sida, le Haut Conseil qui lance donc demain, 1er décembre, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Merci beaucoup, monsieur. Merci.
Nous poursuivons cette édition, la COP 21. C'est plus de 10 000 délégués qui vont échanger sur les mesures urgentes à prendre pour un changement rapide de la situation climatique à travers le monde. Parmi les 195 pays à la rencontre de Paris figure bien sûr le Mali. Ses représentants discuteront de l'ensablement du fleuve Niger et de comment s'adapter au phénomène du changement climatique. Nyanya Alou Traoré, Sori Ibrahima Keita, Abdussalam Bambara Aliou Touré. Il faut faire vite, même très vite, pour qu'il y ait un véritable changement des comportements de l'homme par rapport à son environnement. Les faits sont là. On assiste par exemple aujourd'hui à une vague d'inondations ainsi qu'à une avancée criarde de la désertification sur le continent. La COP 21 de Paris doit sonner le gong du réveil des mentalités afin d'amener les décideurs du monde à envisager un avenir sain dans une planète saine. Nous pensons qu'il faudra un accord contraignant pour que les pays les plus pauvres, qui sont vulnérables à cause des changements climatiques, puissent avoir des possibilités pour régler les problèmes, les dommages qui sont subis par ces changements climatiques. Nous, au niveau du Sénégal, nous pensons qu'il faudrait que les pays aident les plus pauvres sur le financement, mais aussi sur le transfert de technologie. Oui, les participants à la COP 21, sans être pessimistes, tirent quand même sur la sonnette d'alarme. Selon eux, les chefs d'État, à la sortie des travaux, doivent impérativement sceller un accord mondial pour limiter à 2 degrés la hausse du thermomètre au risque de courir à des fins catastrophiques. L'homme est responsable à 95% du réchauffement climatique. Donc effectivement, il doit y avoir une prise de conscience de toutes les populations du monde, ne serait-ce que nos activités, les activités humaines, le transport, l'agriculture, la destruction de forêts, les déchets. Tout ceci contribue à émettre des gaz qui réchauffent l'atmosphère. Le Mali, fortement représenté à cette rencontre de Paris, plaide pour le fleuve Niger. Nos compatriotes espèrent que cette 21e conférence des partis apportera des solutions concrètes pour diminuer, voire stopper l'indignement du fleuve Niger. Un fort lobbying est déjà en marche. Il est porté par diverses associations comme celle du réseau des anciennes femmes ministres et parlementaires d'Afrique. Les changements climatiques aujourd'hui affectent négativement le processus de développement. Donc on ne peut parler de développement aujourd'hui tant que les changements climatiques là s'annoncent de cette façon-là. Il faut donc une mobilisation au niveau mondial afin que les pays développés, qui sont quand même parmi ceux qui créent ces situations-là, s'engagent davantage pour venir en appui à nos pays qui, sans être vraiment les pollueurs de l'environnement, subissent les effets et les conséquences. En marge des conférences qui seront tenues au cours des 12 jours de l'événement, la COP 21, c'est aussi la visite des stands. Plus de 100 stands ont été érigés pour l'occasion, seul bémol, malgré une forte participation malienne à cette conférence internationale sur le climat à Paris, notre pays ne dispose pas de stand aux côtés de ses pairs africains. Pourquoi? Allez savoir. La COP 21 qui reçoit également une centaine de nos compatriotes du monde scientifique, de la société civile aux politiques, avec en tête le chef de l'État, une contribution originale appelée Fonds vert pour le climat. À la tribune de la conférence, Ibeka a plaidé pour un lac Tchad et un fleuve Niger reverdi. À l'entame de son discours, il a rendu hommage aux victimes du terrorisme du 13 novembre à Paris et du 20 novembre à Bamako. Ibrahim Boubacar Keita au micro de nos envoyés spéciaux. Nous sommes ici depuis ce matin. Tout a été dit, et bien dit, au plan scientifique, au plan technique. Tout a été dit. Dès lors, qu'est-ce qu'on attend d'un président d'un pays sahélien, d'un pays qui se trouve au cœur du Sahel, entre le Sahara, la savane soudanienne et la forêt guinéenne? Qu'ils disent son vécu. Comment cette grave question du changement climatique est vécue par lui et par son peuple et par les peuples du bassin du Niger. Chers amis, avant d'entrer dans mon propos, permettez que je m'incline devant les victimes de la barbarie
qui a vu faucher ici en France 130 victimes innocentes. Et dans mon pays, le Mali, 22 personnes dont le seul crime aura été de se trouver sur le chemin d'un tueur déterminé à éliminer toute vie en un hôtel, l'hôtel Radisson de Bamako. En cette occasion, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, qu'ils trouvent ici notre profonde reconnaissance. Tel est le monde d'aujourd'hui, autre fléau contre lequel nous devons nous unir. Mais là, en ce moment précis, nous sommes devant un autre fléau, ce changement climatique, que le jeune Malien que je suis, qui a connu dans sa jeunesse et tout le long de sa vie un fleuve Niger s'étirant avec majesté sur l'étendue du territoire national, traversant le Niger frère, le Nigeria, pour aller dans la mer. D'année en année, ce fleuve se réduit en raison des dépôts dunaires, des dépôts apportés par les vents de sable dus à l'érosion des rochers. Cela au point qu'aujourd'hui, naviguer sur le fleuve Niger est devenu une gageure. Et ce fleuve est la vie, est la sève nourrissante du Mali. Transporte hommes, équipements pour le développement du nord du Mali. Cela donc est vital pour mon pays. Or, nous savons tous, chers amis, je ne vous ferai pas l'injure d'une quelconque information sur ce sujet-là, que les fleuves meurent aussi, que les mers meurent aussi. L'histoire en est truffée d'exemples. Qu'à Dieu ne plaise que ce soit le cas du fleuve Niger. Or, si nous ne prenions garde, nous aurons assisté au long d'une génération à la mort de ce grand et majestueux fleuve, comme on a assisté depuis quelques années, 30 ans, à la quasi-disparition du lac Tchad, cette mer intérieure, 25 000 km² qui se réduisent aujourd'hui à 2 000 km². Telle est la dramatique situation que nous vivons aujourd'hui. Donc il s'agit pour moi de parler d'expérience de vécu, pour qu'ici ensemble, nous ne décidions pas nos peuples. Qu'est-ce que l'on dit chez nous? La COP 21, on en a parlé à satiété. Mais qu'est-ce que nous pouvons en attendre, nous autres? Quel en sera le résultat pour nous? Quel en sera le fruit pour nous? Voilà le chef de l'État à la COP 21 aujourd'hui même. Les 20 000 logements sociaux en chantier à Tabakoro vont générer plus de 230 000 emplois directs et indirects pour une masse salariale estimée à plus de 82 milliards. C'est le constat du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sur le chantier ce lundi matin à Tabakoro. Occasion pour Dramane Dembélé d'insister sur le respect des engagements pris par les promoteurs immobiliers. Mamour Sidibé. Juste quelques mois après le démarrage des travaux, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est rendu ce lundi sur le site des 20 logements sociaux. Occasion pour le ministre d'apprécier le déroulement des travaux et d'évaluer le nombre d'emplois créés par ce chantier. L'accès à un logement est au cœur des préoccupations du président de la République, le bien-être tout court des Maliens. En tout cas, je suis heureux de constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Je constate qu'au bas mot, il n'y a pas moins de 2000 à 3000 personnes, tout confondu. Qui pour faire la brique, les agglos, qui pour construire, qui pour faire la fouille, qui pour amener les matériaux de construction. Nous constatons effectivement que le mouvement d'ensemble est amorcé. Nous projetons dans les 6 mois à venir de donner 5000 maisons. Ça sera une première. Certes, les travaux avaient connu un début difficile dû aux formalités de déguerpissement. La zone a été déclarée d'utilité publique. Tous les investissements ou les champs qui sont dans l'emprise de la zone déclarée d'utilité publique, ils doivent se faire recenser. Maintenant, l'État va les indemniser. Ça, c'est la réglementation, c'est les textes. Les promoteurs immobiliers promettent leur appui à la politique de logement du gouvernement. Il y a encore 3 mois, si vous étiez venu ici, c'était de la broussaille et des champs. Vous ne pouvez pas vous imaginer que tout ce travail pouvait être fait en 3 mois. Ça a été fait et par des promoteurs maliens, c'est important à le préciser. Nous allons tout faire pour relever le défi pour que les 50 000 logements voient jour. Nous ne serons pas dans les diversions ni dans le populisme. Nous allons réaliser, Inch'Allah, ces bâtiments pour des Maliens. Sur le terrain,
Les travaux avancent sûrement sous la vigilance des techniciens. Les travaux qui sont en train de se dérouler se réalisent conformément à des plans qui nous ont été soumis, techniquement approuvés. Et nous avons des agents qui sont un peu partout, en tout cas sur les différents sentiers, pour veiller au respect strict des documents que nous avons approuvés et des normes de construction. Le ministre a en fin de visite beaucoup insisté sur le respect des engagements pris par les différents promoteurs. Nous revenons sur ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement de la République du Mali informe les populations que l'état d'urgence institué à la suite des événements tragiques survenus le 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu de Bamako arrive à expiration ce lundi 30 novembre 2015 à minuit. Le gouvernement saisit l'occasion pour saluer le civisme, le patriotisme et l'élan de solidarité observé par les populations. Le gouvernement réitère sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Le gouvernement rassure les populations, les invite au calme, à la sérénité et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Il mettra tout en œuvre pour renforcer la sécurité et la quiétude de tous et prendra toutes les dispositions que l'évolution de la situation rendra nécessaires. Ouverture ce matin dans la capitale des travaux de la 3e session de la Cour d'assises de Bamako au titre de l'année 2015. 131 accusés vont comparaître devant les juges pour répondre de leurs actes. Les infractions ont pour nom crime de sang, meurtre et vol qualifié. Daouda Sidiki Diarra. 30 jours après la précédente, la 3e session de la Cour d'assises démarre ses travaux à Bamako. 63 dossiers ont été constitués et 131 accusés comparaîtront pour répondre de leurs actes devant les juges. Et 50% des accusés sont des détenus. Les infractions se décomposent ainsi. Pour les crimes de sang, il y a 19 cas. Les infractions contre les biens, entre vol qualifié, contrefaçon de vignettes, etc., nous en avons 13. Les infractions contre les meurtres, nous en avons 13. Les cas de crimes organisés sont au nombre de 12. Et d'autres infractions, l'avortement, la désertion, nous en avons 2. Et 3 dossiers qui nous reviennent sur les intérêts civils. En procédant à une analyse des 3 sessions d'assises de cette année, il apparaît que 313 dossiers criminels ont été traités. 589 accusés, parmi lesquels 42 femmes comparaîtront devant la barre. Sur ces 589 accusés, vous avez près de 80%, en tout cas soit 471 accusés qui ont moins de 30 ans. Au cours des travaux, les magistrats seront aidés dans leurs tâches par des assesseurs. Ceux-ci ont une fonction temporaire et ont les mêmes responsabilités que les magistrats dans la recherche de la vérité. Qu'est-ce qui vous a demandé donc? C'est de suivre chaque cause très attentivement. La loi dit scrupuleusement. Rien ne doit vous échapper, puisque vous n'avez pas à lire le dossier. C'est à partir de ce qui va être dit ici. C'est à partir de ce qui va vous être représenté s'il y a des pièces que vous allez vous décider, une fois que vous serez retiré avec les juges, pour prendre une décision. Pour cette 3e session des assises, 101 avocats sont commis pour défendre les accusés. Nous ne sommes pas là pour agacer, passez-moi le terme, mais nous sommes là à la recherche de la vérité. Les personnes qui vont comparaître devant vous, jugez-les en fonction des faits qui vous sont déférés. Actualité oblige, le procureur général a auparavant déploré les agissements des terroristes à travers le monde. Pour lui, il est temps d'inverser la tendance en portant la peur dans le camp des terroristes. Mais, dira-t-il, cela ne peut se faire sans doter les forces de sécurité en moyens adéquats. Le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement informe les populations, les usagers et riverains qu'après les travaux d'entretien de certains axes importants du district de Bamako, il compte entreprendre à partir du 1er décembre 2015 des travaux d'envergure d'autres axes routiers à l'intérieur du pays. Il s'agit entre autres régions de Kaï, Kita, Kourounikoto, Djankouté, Kamara, région de Koulikoro, Kati Djedjeni sur la RN3, région de Sikasso, Sikasso-Zegwa sur la RN7 et la voie d'accès au barrage de Sélégué, région de Ségou, Ségou-Markala sur la RN3, la RN33 et la route AMC Mosquée de Markala, région de Mopti,
Kona Korienze. Les 10 travaux seront exécutés par l'AGEROUTE, maître d'ouvrage délégué, et le financement est assuré par les ressources additionnelles de l'autorité routière sur la base du programme de la Direction nationale des routes. Le ministre des Transports présente ses sincères excuses aux populations concernées par ces désagréments qui découleront de ces travaux visant l'amélioration de la qualité des services. En prélude à la tenue prochaine du sommet France-Afrique prévu à Bamako en décembre 2016, le gouverneur du district de Bamako informe les populations de la commune 5 en général et celle du quartier de Kalabankoura en particulier du démarrage imminent des travaux d'aménagement et de modernisation du marché informel 6 au bord de la route de la CEDEAO, dite route de l'aéroport, principal port d'entrée de la capitale. Par conséquent, il invite les occupants du site à libérer impérativement les lieux au plus tard le dimanche 13 décembre 2015. Inauguration de l'usine de fabrique de chaussures plastiques Plastimassar hier après-midi, située dans la zone industrielle. Cette belle initiative est d'un jeune trentenaire malien du nom de Bourama Touré. L'usine emploie près de 500 salariés. Le ministère de tutelle s'engage à soutenir le jeune entrepreneur pour l'épanouissement de son entreprise. Boubacar Sissoko. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une maxime du chimiste français Antoine Lavoisier. Bourama Touré a fait sienne cette maxime. Dessireur de chaussures dans les rues de Bamako, il se retrouve aujourd'hui à la tête d'une usine de fabrique de chaussures, une entreprise qui emploie près de 500 salariés. Plastima SARL est donc né de la clairvoyance de son promoteur. Il n'est pas allé loin. Il récupère les vieilles chaussures, puis les recycle pour le grand bonheur des populations qui ont désormais sur place des chaussures de qualité et à moindre coût. Il faut toujours penser à réfléchir à ta réussite. En tant que Malien, on doit se croire à nos courage. Moi, j'invite tout le monde, les commerçants, ceux qui ne sont pas commerçants, ils n'ont qu'à investir dans le domaine industriel. Toutes les matières premières que vous voyez, c'est le recyclage. Dans notre domaine, on a investi plus que 3 milliards. L'ambition du promoteur de la nouvelle usine de fabrique de chaussures est de donner assez d'emplois aux Maliens et de limiter l'importation de chaussures au Mali. Une initiative qui contribue à réduire le chômage, ce qui cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités du Mali. Pour percer le secret de cette nouvelle aventure, M. Touré a accepté, gratuit, de donner 50% de son investissement à un expérimenté du domaine, en fait que son usine démarre sur base d'acquisition du savoir-faire. Un risque, un gros risque, mais il a fallu cela pour qu'il perce le mystère de l'industrie. Car se rendant à ce stade de réussite et un niveau de production en ascension maintenu sur le marché, avec son actif de plus de 500 employés permanents et temporaires, composés en majorité par des femmes chefs de famille, d'où un accent sur le genre. L'usine de fabrique de chaussures Plastima est une fierté, estiment les autorités de tutelle. Et c'est la preuve que le climat des affaires est non seulement bon, mais que le code des investissements aussi est incitatif, quoi. Et puis deuxièmement, je pense que les Maliens, d'une manière générale, peuvent prendre exemple sur le cas de Bourama. Et c'est dire que l'industrialisation est la seule porte de développement possible pour le Mali. Dans toutes les politiques de développement actuellement de notre société, le genre y a une place très importante. Et ici, je n'avais pas encore vu un lieu où le genre a été le plus respecté. Il y a plus de femmes travailleuses ici qui doivent 60%. Notre cri de cœur pour dire aux autres commerçants, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, venez dans l'industrie. L'industrie, c'est la création de richesses. L'accompagnement du département ne peut pas. D'ici 3 ans, Plastima SARL compte doubler sa production afin de fournir toute la sous-région ouest-africaine en chaussures plastiques de qualité made in Mali. Plénière au Conseil des collectivités, les conseillers nationaux ont adopté ce matin 3 projets de décret relatifs respectivement au cadre de politique nationale de décentralisation couvrant la période 2015-2024, au recensement général de l'agriculture et enfin à l'acquisition, l'utilisation et la réforme des véhicules de l'État et des collectivités territoriales.
Tous les 3 documents ont reçu de la part des conseillers les enrichissements nécessaires avant d'être adoptés à l'unanimité. Modibo Mariko. Le premier document soumis à l'avis des conseillers nationaux concernait celui relatif au cadre de politique nationale de décentralisation couvrant la période 2015-2024. Ce nouveau document, fondé sur les conclusions et recommandations des États généraux de la décentralisation et le compromis de l'accord de paix, traduit les orientations fortes du gouvernement en matière de renforcement de la décentralisation. Le second document à être enrichi par les observations des conseillers nationaux est le projet de décret régissant le recensement général de l'agriculture et le projet de décret fixant les modalités de son application. Ces projets de loi a pour objectif principal d'obtenir pour le secteur rural les informations qui serviront de repères aux orientations futures. Ce recensement couvrira le territoire national et concerne l'élevage, la pêche, l'agriculture pour un budget estimé à près de 8 milliards de francs CFA. Le troisième et dernier projet de décret avait trait au régime d'acquisition, d'utilisation et de réforme des véhicules de l'État et des collectivités territoriales. Comme innovation constatée au niveau de ce document, on notait la création de nouvelles catégories de véhicules de l'État entre autres. Il y a eu plusieurs enrichissements par rapport, par exemple, à tout ce qui est la décentralisation. Nous avons parlé de la tutelle et nous avons parlé du contrôle a priori et a posteriori. En ce qui concerne les problèmes des 30% qui sont évoqués dans l'accord d'Alger, c'est sur les 30% du budget que nous estimons que les collectivités peuvent se développer de façon, en tout cas, importante. On a aussi parlé de la valorisation et de la prise en compte des chefferies traditionnelles dans tout ce qui doit se faire dans la décentralisation. Et de façon générale, les propositions qui ont été faites sont de très bonnes propositions. Et les amendements, en tout cas, sont allés toujours dans le sens de renforcer les collectivités territoriales. Tous les 3 projets de décret ont été adoptés à l'unanimité des conseillers nationaux présents pour la séance de plénière. Et justement, le président du Haut Conseil des collectivités qui informe les conseillers nationaux, les invités et la presse publique et privée que la clôture officielle de la 2e session de l'institution au titre de l'année 2015 aura lieu le mardi 1er décembre à son siège en présence du chef du gouvernement. Le président du Conseil économique, social et culturel était en Europe du 15 au 23 novembre 2015. Lors de son séjour en Espagne et en France, il a rencontré nos compatriotes pour recueillir leurs attentes et besoins et les échanges avec les Maliens de la diaspora. Ils ont insisté sur la diligence du délai d'établissement des pièces à caractère d'état civil et la création de consulats en Espagne. Boubacar Sissoko pour le commentaire. En Espagne, tout comme en France, les attentes exprimées par nos compatriotes sont entre autres la réduction du délai d'établissement de la carte d'identité consulaire, du passeport et autres documents à caractère d'état civil. La communauté malienne vivant en Espagne a tenu à mettre un accent particulier sur la nécessité d'obtenir un consulat et des consuls honoraires. Pour ceux de la France, ils souhaitent une orientation, voire des facilitations du gouvernement quant aux éventuels investissements dans leur pays d'origine, le Mali. En marge des travaux du recueil, le président du Conseil économique, social et culturel a rendu visite au Conseil économique et social d'Espagne, où il a signé un livre d'honneur. Suite à la tragédie survenue en France, le président a été au Quai d'Orsay pour signer le livre de condoléances. Dr Bourkassoum Haïdara a profité de l'occasion pour informer nos compatriotes établis à l'extérieur des grandes innovations qu'il a apportées à l'institution en vue de la rendre plus dynamique et proche de nos concitoyens. Pour ce qui concerne la mission du recueil, il y aura désormais 2 missions, la mission de collecte et d'élaboration et celle d'évaluation. Le président Haïdara a expliqué que les problèmes posés avec acuité seront transmis au département ministériel concerné pour une meilleure diligence. Par ailleurs, le choix des pays retenus pour le recueil sera orienté par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ces innovations ont été fortement appréciées par nos compatriotes de la diaspora.
Le Burkina Faso a vécu un moment historique ce dimanche avec les premières élections libres depuis 1987, un an après la chute de Blaise Compaoré. 5,5 millions de Burkinabés étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés et aussi leur président, un scrutin qui s'est déroulé sans incident. Et déjà ce lundi, les premières tendances se dessinent en milieu de matinée. Les résultats de 21 des 368 communes donnaient Roch Marc Christian Kaboré en tête de la présidentielle pour le moment, devant Zéphirin Diabré et Benewende Sankara. Ces premières tendances confirment déjà ce que disaient les sondages il y a quelques semaines. 36e session du conseil d'administration de l'Office du Niger à Ségou. Les points à l'ordre du jour ont porté sur les états financiers au titre de 2014 ainsi que les différents rapports de gestion et du commissaire aux comptes. Kandesila depuis Ségou. Le total bilan de l'exercice 2014 de l'Office du Niger soumis aux administrateurs de la 36e session s'élève à près de 110 milliards de francs CFA pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 6 milliards 214 millions de francs CFA et un résultat net de 70 millions 244 000 francs CFA. Ces états financiers donnent un aperçu sur les activités de l'entreprise, activités majoritairement consacrées aux aménagements. L'exercice clos de 2014 a été marqué principalement par la signature du contrat-plan État-Office du Niger de 2014-2018, la réception officielle des travaux d'aménagement de 2500 hectares de Bévani et 42 km de drain du Kala supérieur, le démarrage des travaux d'aménagement du périmètre de Molodo Nord pour un aménagement de 2500 hectares et une réhabilitation de 1400 hectares financé par la Banque mondiale, le démarrage de l'étude programme d'aménagement hydro-agricole sous le financement de la Banque mondiale. À la lumière de l'examen des chiffres et les rapports du commissaire aux comptes, le bilan moral est satisfaisant. Tous les ratios sont satisfaisants, notamment le ratio de solvabilité et de rentabilité. Et on a également constaté un retour des partenaires techniques et financiers après la crise de 2012-2013. D'une façon générale, on est satisfait des résultats de l'Office du Niger au 31 décembre 2014 et nous pensons que 2015 aussi, c'est dans la même lancée. De façon générale, au niveau de la campagne en cours, les chiffres révèlent une croissance soutenue. 820 754 tonnes de riz attendues, avec un taux de mise en culture de 92,38% pour un rendement moyen de plus de 6 tonnes à l'hectare. Le relèvement du niveau de dotation de l'État et la diminution du prix des engrais ont été salués par les administrateurs de cette 36e session. Nouveau projet de l'Observatoire des droits humains et de la paix qui vient d'être lancé. Il engage les jeunes et les femmes leaders de Bamako et de la commune urbaine de Ségou dans la gestion des affaires locales. Le projet est financé par l'ONG Osiwa basée à Dakar. Al-Jumatina. La jeunesse constitue un atout majeur dans la réussite de la décentralisation. Outre la volonté politique, d'autres initiatives non moins importantes ne manquent pas. L'Observatoire des droits humains et de la paix lance ainsi le projet d'appui au renforcement de la participation des jeunes et des femmes au développement local. L'Observatoire des droits humains et de la paix, l'ODHP, entend à travers ce projet contribuer à l'effectivité des dispositions de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui confère à tous citoyens de prendre part à la gestion des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants librement choisis. L'importance de ce projet n'est pas à démontrer, car il permettra d'enregistrer le renforcement des compétences des jeunes et des femmes leaders du district de Bamako et de la commune urbaine de Ségou en gestion de projets, en plaidoyer de communication non violente, de facilitation du dialogue et d'analyse de conflits. Les participants ont eu droit à plusieurs notions pouvant leur permettre de participer pleinement au développement de leur localité. Page culture, l'hôtel Salam de Bamako qui accueille depuis ce week-end et ce jusqu'au 28 décembre prochain une exposition de peinture intitulée Identité, l'expo qui est une initiative du jeune artiste plasticien Mamari Diallo met en valeur la technique de l'argile et du sable en peinture. Les œuvres nous parlent de l'histoire du Mali, de l'indépendance à nos jours. Moudibou Soare y était.
Cette exposition est le résultat de plusieurs mois de travail artistique du jeune peintre Mamari Diallo autour d'une série d'identités. Identité là, ici, j'ai voulu retracer l'histoire du Mali depuis l'indépendance à nos jours. Donc j'ai essayé de travailler sur 3 identités. Identité politique, culturelle et individuelle qui passe sur l'artiste même. C'est diplômé de l'Institut national des arts de Bamako et du Conservatoire des arts et métiers multimédia Banafaseke Kouyaté du Mali s'est inspiré de l'architecture soudano-sahélienne pour réaliser ces tableaux, un style propre à lui. Ici, les 15 tableaux exposés retracent l'histoire sociopolitique de notre pays, de l'indépendance à nos jours avec un focus sur Modibo Keïta, le premier président du Mali. À part les tableaux qui passent sur Modibo Keïta, j'ai essayé aussi de travailler sur les anciens billets des francs maliens et que j'ai imprimé en noir et blanc et que j'ai collé au fond, en même temps utiliser la peinture. Donc là, j'ai voulu montrer aux nouvelles générations, on peut inspirer de l'arrière pour construire nouveau. C'est-à-dire il faut que les jeunes pensent du passé et réalisent le futur. L'artiste a utilisé sur de la toile le même matériau de construction que l'architecte Essa Saheli de l'Andalousie a choisi pour la construction de la mosquée Djingari Iber de Tombouctou, notamment le banco. La gomme arabique est bien évidemment un savant mélange de sable et de peinture. Je trouve que c'est les matières qu'il a utilisées, c'est très différent, c'est très original et puis c'est très différent. Et puis vraiment c'est très joli. Pour moi c'est un autre monde. Je vois juste derrière moi le manuscrit, ça m'a beaucoup marqué. Et puis il y a aussi un autre tableau qui montre un peu la mosquée de Tombouctou. Et ce sont ces 2 tableaux qui m'ont beaucoup marqué. Voilà autant d'œuvres qui mettent en valeur une nouvelle technique baptisée pratique contemporaine du style soudano-sahélien. L'expo est ouverte au public jusqu'au 28 décembre 2015. Les bons vents à cette génération d'artistes peintres de notre pays. Page santé, nous sommes en début de période de froid, période de rhume également. Le sujet intéresse la chronique santé qui est allée rencontrer un spécialiste. Les médecins n'ont pas grand-chose contre les virus qui causent ces rhumes. Ils s'attaquent aux signes et aux autres infections qui s'y greffent pour soulager les patients. Tchessira Dambélé. Les rhinites aiguës virales ou rhumes sont plus fréquentes en ces moments de fraîcheur. Elles représentent 40% des infections du haut appareil respiratoire et sont dans la plupart des cas d'origine virale. Les nourrissons et les enfants peuvent avoir 6 à 10 épisodes par an contre 2 à 4 pour les adultes. Très contagieuses, les rhinites aiguës virales sont liées à l'organisme du patient et à l'hygiène. Le rhume est plus fréquent chez les sujets où il y a une carence en vitamine C et en fer. Il faut voir ça, c'est beaucoup plus du côté des enfants et des personnes âgées. Deuxième chose, les personnes exposées, c'est beaucoup plus aussi les fumeurs. Donc ça, et puis ceux qui vivent en promiscuité, ça veut dire quand il y a une densité forte de personnes, ça veut dire beaucoup de personnes sur une surface réduite. En plus de cela, il faut dire que la contamination est essentiellement par voie aérienne. Quand les gens se parlent face à face, quoi qu'il en soit, l'air expiré atteint l'autre sujet et par cela va véhiculer les germes. Et aussi, les virus sont maniportés, c'est-à-dire sur la main. Souvent qualifié de banal, le rhume est pourtant plus dangereux pour l'enfant et les personnes âgées de plus de 60 ans. Après une contamination, le virus a une période d'incubation de 2 à 5 jours avant que les signes n'apparaissent. Ça se manifeste d'abord par une fatigue extrême, des douleurs dans les muscles, de la fièvre et des éternuements. Va s'ajouter à cela le nez qui coule, qu'on appelle la rhinorrhée. Une sensation de cuisson dans le nez. Il fait chaud dans le nez. La perception, la sensation du passage de l'air va être douloureuse. Et c'est après cela que va s'ajouter la toux vers la phase plus aiguë. En ORL, la prise en charge du rhume est symptomatique.
Le spécialiste fait face surtout à ceux qui gênent le patient, contrer l'écoulement nasal, déboucher le nez, faire face aux maux de tête ou autres infections qui se sont rajoutées. Sans traitement, la guérison d'un rhume peut intervenir après 6 à 10 jours, même à condition que d'autres infections ne viennent pas s'ajouter. Celles-ci peuvent compliquer les choses et arriver au niveau des poumons. Pour éviter le rhume, les mesures d'hygiène sont très importantes. Quand quelqu'un est malade déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une éviction. C'est-à-dire, il ne faut pas que la personne s'approche trop des autres. Cela ne veut pas dire qu'il faut l'hospitaliser ou bien l'interner ou bien le mettre en quarantaine. Non. Les contacts directs, il faut les éviter. Et les paroles directement sur la face des gens, la toux sur la face des gens, l'éternuement, alors il faut éviter. La promiscuité, quand la personne est parmi les autres, il peut les contaminer plus facilement. Donc il faut que la personne ait la discipline de s'écarter un peu des autres. Et chaque fois qu'il manipule soit la morve, soit son nez, il faudra bien que cela se fait dans le cadre de lavage de mains. Et cela vaut pour d'autres maladies dont on parle beaucoup plus maintenant. C'est l'Ebola. On peut aussi se faire vacciner, mais ceux qui connaissent bien la vie des virus estiment que dans ce cas, le vaccin doit être adapté à la souche du virus cause de l'épidémie de rhume, si on veut vraiment être efficace. Demain à 10h, 13h, retrouvez Rachel Kessoug et je serai là si tout va bien pour les éditions du soir. Très bonne nuit à tous.